C'est le grand tabou dans les boulangeries françaises. Au pays du bon goût et de la gastronomie, d'où viennent les pâtisseries qui sont proposées dans les vitrines, les tartelettes ou les éclairs au chocolat et au café? On pense souvent naïvement qu'elles sont faites sur place, qu'elles sont produites maison. Oui, nous répond même le vendeur quand on lui pose la question. Eh bien, détrompez-vous. Bien souvent, ces produits sont en fait fabriqués en usine, arrivent congelés pour ensuite être servis aux clients. Alors, comment bien choisir? Comment ne pas se tromper et déjouer les entourloupes de certains? Sommaire. C'est l'un des secrets les mieux cachés de nos boulangers-pâtissiers. Certains ne font pas eux-mêmes ces petits gâteaux si appétissants et pas toujours donnés. Ils arriveraient droit des usines d'industriels. Pourquoi des artisans nous trompent-ils ainsi? On ne s'en rend même plus compte, mais manger des tomates en hiver est une aberration pour le goût, mais aussi pour l'environnement. Nous avons fait des découvertes stupéfiantes sur cette filière. Il est temps de rougir quand on mange des tomates hors saison. C'est un petit plaisir, un peu coupable c'est vrai, qu'on peut consommer sans modération, s'offrir une bonne tartelette au citron, un millefeuille ou un éclair au chocolat ou au café dans sa boulangerie ou sa pâtisserie préférée. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que bien souvent ces produits ne sont pas faits maison, ne sont pas fabriqués sur place, mais sont livrés en kit, parfois même surgelés. C'est le grand hold-up de l'industrie sur l'artisanat. Alors question, comment bien choisir, comment ne pas se tromper, comment détecter aussi une pâtisserie artisanale d'une pâtisserie industrielle? C'est Farah Safiedine qui a mené l'enquête pour Tout compte fait. Depuis un certain temps, on avait un doute. Même si ces gâteaux de boulangerie sont toujours appétissants. Je vais vous prendre un millefeuille, s'il vous plaît. Il faut avouer que la plupart du temps, on est un peu déçu. Alors, que valent-ils vraiment ? Bonjour. Je vais vous prendre une tarte aux fraises. 3,80. Pour le savoir, nous en avons acheté plusieurs au hasard, chez des artisans de banlieue parisienne. Un Saint-Honoré à 4,10 €, un Paris-Brest à 3,50 € ou encore cette tarte au citron à 2,90 €. Voilà. Nous les apportons à un expert, le chef d'orchestre de la plus ancienne pâtisserie de Paris. Toujours une référence aujourd'hui. Combien on a prévu d'éclairs, Daoud? Aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, c'est pas une grosse fournée. À tout juste 35 ans, 60 éclairs classiques. Jeffrey Cagne est le chef de cette institution. Nous lui avons demandé de déguster et de juger l'assortiment que nous avons acheté. Et d'abord, le Paris-Brest. La pâte à choux est correcte. Elle est moelleuse et croustillante. Il y a des petites noisettes torréfiées dessus. La crème est un peu sucrée. On est sur une crème mousseline. Donc une crème mousseline, c'est beurre, pâtissière et praliné. C'est convenable, c'est un peu sucré, mais bon. Mention bien donc, pour ce gâteau d'une boulangerie de Boulogne-Billancourt. Déjà, couper c'est très compliqué. Pour la suite, malheureusement, cela se gâte. Je dirais juste une chose, c'est vraiment pas bon. S'il n'y avait pas les fraises dessus, pour au moins donner un peu de goût, mais là, on a une crème pâtissière qui a aucun goût. Après la tarte aux fraises, nouvelle déception. Mon dessert phare, c'est la Celle tarte au citron a un goût tellement chimique qu'il est impossible, selon lui, qu'elle soit faite maison. On a vraiment un goût de citron, un peu comme les bonbons d'enfance, les petits bonbons citron. Donc c'est juste simplement de l'arôme. Là, c'est pas bon. Au total, seuls 3 gâteaux sur 11 trouvent grâce à ses yeux. Je trouve ça dommage en fait qu'on arrive à avoir des desserts aussi médiocres qui soient proposés à la vente, parce que c'est vraiment concrètement berner le client. Pour ce genre de pâtisserie, mettre 3 €, c'est déjà du vol en fait. Le constat est alarmant. Mais alors, où est donc passé le bon goût de nos pâtisseries? Ce sont des petits plaisirs pour lesquels on craque régulièrement. Un éclair au chocolat, un millefeuille ou une tarte aux framboises. Nous sommes prêts à les payer cher, d'autant plus qu'ils ont été confectionnés par notre artisan de quartier, comme c'est écrit sur la devanture. Eux-mêmes, d'ailleurs, le confirment. Tout est fait maison, du coup? Tout est fait maison.
Pourtant, tout ne serait pas si simple. Certains des 33 000 boulangers-pâtissiers français nous mettent sur une autre piste. Je voulais savoir si c'est fait maison ou pas. C'est... Non mais c'est industriel. C'est déjà tout fait. Surgelé? Ouais, on peut pas tout faire. Vous allez voir, un grand nombre de ces gâteaux sont en fait des produits industriels. Alors qu'arrive-t-il à nos pâtissiers? Pourquoi nous revendent-ils ces gâteaux faits par d'autres? Les industriels seraient-ils en train de croquer nos artisans de quartier? Pour commencer, il faut dire que pour un artisan, faire ses pâtisseries lui-même prend beaucoup de temps et coûte très cher. À Nice, à 2 pas de la promenade des Anglais, le Capitole est une boulangerie entièrement artisanale. Elle annonce d'ailleurs fièrement la couleur sur sa devanture. Je vais vous prendre 4 pains au chocolat, oui. 3 croissants, 2 pains de beurre. D'accord. Allez, c'est parti, des pointus. Oui, des pointus, puis il met quelques baguettes quand même parce que... Ouais. Katia et son mari Frédéric tiennent cette affaire depuis 8 ans. Ils fabriquent des classiques, baguettes, pains spéciaux ou viennoiseries. À l'origine, c'est une passion. Frédéric l'a découverte enfant en cuisinant avec sa mère. C'est quelque chose qui m'a pris tout petit en fait. Des gamins, de toute façon j'avais dit je serais soit chirurgien, soit pâtissier ou boulanger. Bon, mon niveau d'études ne m'a pas permis d'être chirurgien. Donc j'ai choisi la boulangerie et j'ai tout de suite trouvé un apprentissage dans mon quartier. Et le métier me correspondait, donc je me suis retrouvé dans ce que j'ai voulu commencer de faire dès tout petit. Je l'ai continué en étant grand, puis vous voyez, 34 ans plus tard, j'y suis toujours. Mais être un bon boulanger-pâtissier au quotidien, cela nécessite beaucoup de sacrifices. Dès 3 h du matin, Frédéric commence sa course pour remplir ses étals. Allez, c'est cuit. Pendant sa journée de 14 h, ce qui lui prend le plus de temps, allez, c'est parti pour la pâtisserie. c'est la pâtisserie. Exemple avec ce millefeuille. La pâte, préparée la veille, a déjà reposé 24 heures. Donc en pliant en 3. Il doit la retravailler 15 minutes avant de la mettre au four une demi-heure. Allez. Le temps de faire la crème pâtissière, des œufs, de la farine, du sucre et du lait, Allez. mélangés pendant 15 minutes. Puis étalés précautionneusement en plusieurs couches sur la pâte. Additionner, toutes ces étapes lui prennent du temps et donc de l'argent. C'est beaucoup de main-d'œuvre. Hein. C'est ce qu'il y a le plus dans chaque pâtisserie que l'on fait, dans chaque pain, dans chaque viennoiserie. C'est toujours, et encore, le mot main-d'œuvre qui revient, puisque c'est du temps. Tout est du temps. Et le plus cher, c'est la main-d'œuvre. Hein. C'est pas la matière première. Hein. Au total, il lui aura fallu 1 heure pour confectionner 10 parts de ce millefeuille. Et voilà ce qu'il va lui rapporter. Pour une part, les ingrédients lui coûtent 90 centimes. La main-d'œuvre et les frais annexes représentent 1,90 €. Et comme il la vend 3,10 €, au final, il réalise un bénéfice net de 30 centimes par gâteau. À la fin du mois, le salaire du couple est loin d'être à la hauteur de son investissement. Ça nous fait chacun un salaire d'environ 1 200 €. C'est une moyenne. Donc j'ai un salaire net d'environ 1 200 € pour travailler 80 heures par semaine. Un SMIC pour une charge de travail aussi importante, de quoi décourager de nombreux boulangers. Alors cette faille, des industriels ont décidé de l'exploiter. Ils portent des noms plutôt gourmands, s'appellent Coup de Pâte, Mademoiselle Dessert ou Délifrance. Ils sont inconnus du grand public et pourtant, ils fournissent des milliers de grandes surfaces et boulangeries en France. Ils se présentent comme des référents qui apportent la meilleure solution de pâtisserie aux professionnels et promettent l'excellence du goût à la française. Sur leur site, les photos très alléchantes ne peuvent que taper dans l'œil. Forêt noire, macarons, flan. Ils proposent des gâteaux déjà tout prêts ou en kit que les pâtissiers peuvent assembler eux-mêmes. Un sujet tabou. D'ailleurs, aucun de ces groupes industriels n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Pour savoir comment leurs commerciaux parviennent à convaincre les boulangers de quartier,
nous avons élaboré un stratagème. Avec la complicité de l'un de ses artisans. Alors, t'as mis des baguettes au four? Rudy Ranieri est boulanger depuis 26 ans. C'est ça que tu voulais faire? Et chez lui, tout est artisanal. Pas question de céder aux sirènes de la pâtisserie toute faite. Mais pour nous, il a accepté de prendre rendez-vous avec l'une de ses marques qui vend des pâtisseries industrielles. Nous allons filmer cette rencontre à l'aide de 3 caméras cachées. Quelques heures plus tard... Bonjour. Ça va et vous? Faites le tour. Notre complice accueille le commercial. Il travaille pour l'un des leaders du marché, une entreprise qui pèse plus de 20 millions d'euros, et il a une technique bien rodée. D'abord, avoir l'air de comprendre les difficultés de ses artisans. Vous avez tous le même problème de boulangerie. C'est infernal. Il faut être partout, le matin, l'après-midi, la nuit, mais bon, vous devez comprendre. Ensuite, montrer les produits. Le commercial n'est pas venu les mains vides. Avec lui, un beau catalogue qui reprend les belles photos des pâtisseries. Les tartes aux fruits sont exceptionnelles, vraiment bonnes. Ouais. En boulangerie, ça se vend bien la tarte aux fruits. Ouais. Les produits sont vraiment qualitatifs, c'est très bien présenté, ça reflète complètement l'image. Il faut essayer de se rapprocher le plus de l'artisanat. Alors, tartelette aux framboises, 1,74 € pièce. Les prix, eux aussi, sont très attractifs. Donc c'est quoi là? On marge à 2,5 à peu près? Je dis qu'ils la vendent entre 4,20, 4,40. Une promesse très intéressante, car pour les pâtisseries artisanales, la marge est en moyenne 4 fois inférieure. Le professionnel rassure enfin Rudy sur la principale crainte des boulangers, que leurs clients découvrent la vérité. Pour l'éviter, il lui donne des éléments de langage. Ça peut être... Il faut dire, non, on se fait un petit peu aider, on a un artisan qui travaille pour nous, qui nous aide aussi. Voilà. On peut dire qu'on sous-traite. On peut pas tout faire, on sous-traite aussi avec un petit artisan du coin qui nous prépare quelques pâtisseries. Voilà comment ces sociétés parviennent à séduire les artisans. Une fois le commercial parti, Rudy donne son sentiment sur ses méthodes. Moi, je pourrais pas regarder un client dans les yeux en lui disant que c'est moi qui l'ai fait, ou dire que c'est un autre artisan parce qu'on se fait aider, c'est impossible. Alors, les arguments étaient bons parce qu'ils disaient on gagne du temps, ça va, peut-être que je me lèverai plus tard ou que je finirai plus tôt. Ça reste quand même la facilité. Et on sait qu'on n'a pas un métier facile, donc faut pas non plus tourner le dos à notre profession et se diriger forcément vers des produits comme ça. Rudy est un irréductible, mais un nombre grandissant de ses collègues ferait aujourd'hui appel aux industriels. Tôt le matin, il n'est pas rare de croiser ces camions de livraison. À l'abri des regards, ils viennent approvisionner certaines boulangeries-pâtisseries. Combien sont-elles à céder à ces sirènes? Le chiffre est secret, mais selon nos calculs, elles seraient plusieurs milliers sur toute la France. Nous allons vous montrer ce qui se cache derrière ces gâteaux. Et vous allez le voir, ce n'est pas très appétissant. Pour le savoir, retour chez notre boulanger niçois. Nous avons demandé à Frédéric de se procurer certains de ces produits. Il s'est fait livrer 2 formules de millefeuilles industrielles. Le premier est un gâteau en kit à assembler. Donc le voilà, la fameuse pâte feuilletée toute prête. Celle-ci est à la margarine. Elle est bonne jusqu'au mois de juin 2021. On peut la garder 1 an et 6 mois à partir d'aujourd'hui. J'ose pas imaginer ma pâte feuilletée dans 6 mois, dans quel état elle serait. J'ai jamais essayé en fait, donc je peux pas vous dire. Et voilà, la plaque de pâte feuilletée est prête, en moins de 10 secondes. Alors maintenant, on va essayer de le cuire de 15 à 30 minutes. Pendant la cuisson, il va préparer la crème pâtissière qui n'est pas bien plus compliquée à réaliser. On va mettre 15 minutes. Et là, de manière évidente, on quitte les recettes artisanales pour celles de l'industrie agroalimentaire. J'ai pas grand espoir d'un point de vue gustatif d'être face à un produit d'une grande renom. Du sucre, amidon modifié, lactosérum, E472, E472B, E472A, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, stabilisant E339II, E450III. Pas sûr qu'en accoutumance, ça soit très bon à la santé. Même si ces additifs sont autorisés, ils sont controversés. Ils pourraient présenter des risques pour notre santé. S'ils sont utilisés,
c'est qu'ils servent en partie à améliorer la texture de la crème, qui du coup est très facile à préparer. Préparation 400 grammes, donc 400 grammes de poudre, et donc 1 litre d'eau froide. La garniture s'utilise de suite, sans temps de repos. Yes. Donc là, j'ai bien 1 litre d'eau. Hop. Allez, c'est parti pour 1 minute. Et voilà, la crème est prête. Ou la colle, parce que là, c'est curieux comme consistance. Ce millefeuille va lui prendre 15 minutes à fabriquer, contre 1 heure pour le fait maison. C'est 4 fois plus rapide et au final 3 fois plus rentable. Le bénéfice net par gâteau est de 90 centimes, contre 30 centimes. On n'est plus dans le cadre de l'artisanat, là. On est dans le cadre IKEA, fabrication préfabriquée, on va dire. Préfabrication. Donc aucun intérêt. Mais il y a encore moins artisanal. Cet autre millefeuille proposé par un autre industriel, prêt à l'emploi, qu'il lui suffit de faire décongeler. 5 heures entre 0 et 4 degrés, voilà. Voilà le mode d'emploi. Donc c'est ce que je pense, il faut le sortir la veille au soir, le laisser gentiment pendant la nuit au frigo et le matin c'est prêt à être utilisé. On a vite fait de remplir les vitrines, quoi. Il n'y a absolument pas besoin de découper, non, tout est déjà pré-découpé, hein, il y a juste à les décoller. Ce gâteau surgelé permet là encore un bénéfice net de 90 centimes sur chaque part. Voilà, mais qu'en est-il du goût? Voilà. Même s'ils ne sont pas tout à fait objectifs, Frédéric et Katia, sa femme, nous donnent leur avis. Préfabriqué, bah d'ailleurs ils se défabriquent. Ben, on sent beaucoup la sage déjà. Ben, c'est ce que j'allais dire. Voilà. En fait, si... Il n'y a pas le goût de la crème. Non, on ne sent pas du tout le goût du feuilletage et on ne sent pas du tout le goût de... Ni du feuilletage, ni de la crème. En fait, j'ai l'impression de manger que le glaçage. En fait, c'est le sucre qui donne le goût. Autour du millefeuille surgelé, livré prêt à vendre. Là, la pâte, elle se décolle pas, par contre. Elle est bien collée. Hein. Elle est bien collée. Oh, j'aime pas, moi. Oh là là, c'est encore pire que l'autre. Pour moi, ça sent le caramel. Je Ouais. l'aime ou quoi? Il y a un arrière-goût de caramel, mais par contre, là, la pâte feuilletée, c'est pareil. Là, on n'est vraiment pas dans le cadre de la pâte feuilletée, on est dans la pâte carton. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de manger du carton. Il n'y a pas de goût de crème pâtissière, c'est insipide et ça sent pas le millefeuille. C'est pas du millefeuille. Ben, je sais pourquoi je fabrique encore mes millefeuilles, puis je sais aussi pourquoi je vais continuer à les fabriquer encore longtemps. Hein. Et ça sera pas que par fierté, c'est que ça, on n'a pas le droit de le vendre et ça non plus, quoi. Hein, je veux dire. Sous couvert de fait maison, voilà donc comment certains boulangers-pâtissiers vendent leurs produits industriels. Pour le consommateur, il n'y a aucun moyen de le savoir. Certes, il existe un petit signe, un flocon ici en bas à gauche, qui indique que le gâteau a été surgelé. Mais il peut très bien avoir été fait maison et congelé par l'artisan pour des questions pratiques. Alors face à ce flou général, certains ont décidé d'agir. À Paris, dans le 16e arrondissement, nous sommes à la Confédération des boulangers et pâtissiers de France, un syndicat qui défend les petits artisans. Dominique Enracte, son président, vient de lancer un tout nouveau label. Donc je vais montrer ce kit. Donc c'est le kit que tous les boulangers de France vont avoir. Le label Boulanger de France. Alors, ce gros logo, les boulangers, ils vont le mettre sur la vitrine, devant, ou sur la porte. Ça dépend selon la configuration. Il faut que ça soit là, vraiment, où ça soit le plus visible. Ensuite, vous avez le manifeste. Pour votre plaisir et votre santé, nous nous engageons à fabriquer ici nos pâtisseries boulangères, nos pains, nos viennoiseries, avec des ingrédients simples et sains que nous choisissons nous-mêmes. Je vais même pouvoir... Un gage de produits faits maison bien visible, que le professionnel pourra, s'il le souhaite, afficher à plusieurs endroits de son commerce. C'est par un boulanger-pâtissier, pas par une machine. Ce sera une façon de flécher vers l'artisan. Donc c'est une véritable défense par rapport aux chaînes, par rapport aux industriels.
Tous les boulangers pâtissiers de France peuvent, s'ils le désirent, postuler à ce nouveau label. Mais pour l'obtenir, il leur faudra respecter un cahier des charges bien précis. Dans Lyon, voici la boulangerie Perrichon. Bonjour, madame. Chaussons aux pommes. Ici, toutes les pâtisseries sont 100% maison. Mais Magali, la gérante, regrette que ce ne soit pas à première vue évident pour ses clients. Je pense qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui ne voient pas la différence entre des produits qu'ils achèteraient dans des endroits où les produits sont déjà achetés tout faits ou tout simplement assemblés et les produits que nous fabriquons, nous, de A à Z. On peut quand même se tromper parce qu'il faut avoir un regard averti et tout le monde ne l'a pas. Avec 9 employés et 750 clients par jour en moyenne, le commerce fonctionne très bien. Voilà, merci bien monsieur. Mais le couple voudrait que la qualité de son travail soit mise en valeur. Ils se sont inscrits pour obtenir le label. On regarde les documents Boulanger de France. Pour cela, ils doivent remplir une trentaine de critères. Si tu les remplis pas, c'est éliminatoire. Ah oui. Donc en fait, il y a à partir pas... du moment où je pense si tu as une fabrication qui n'est pas faite maison. En fait, il faut que ce soit fabriqué, cuit et vendu sur place et avec des ingrédients de base non manufacturés. Plus ou moins 2000. Les boulangers seront contrôlés par un organisme indépendant tous les 2 ans pour savoir s'ils sont toujours dans les clous. Encore une chance, 4. Aujourd'hui, le seul fondement que l'on a, c'est notre parole. Donc, c'est pas forcément facile de juste dire oui, c'est vrai, je vous le dis. Mais là, au moins, on aura un document à leur fournir en leur disant oui, regardez, on a été contrôlé, c'est vrai. Pour apposer le label sur leur vitrine, ils devront tout de même débourser 410 € par an. Une somme importante, mais le prix de leur bonne foi. Qui sont à 20 grammes. À 20 grammes. Aujourd'hui, le problème, il est là. C'est qu'on est obligé de se justifier en permanence devant nos clients parce qu'on est en tout fait maison. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur ne sait plus ce qu'il consomme. Donc là, je pense que ça va bien définir les choses et il sait à quoi s'en tenir. On le voit, pas facile pour le consommateur de s'y retrouver. Si une part des professionnels confectionnent des pâtisseries maison, les industriels gagnent du terrain. Un espoir cependant, sur les 33 000 boulangeries-pâtisseries françaises, le label Boulanger de France table sur 5 000 inscriptions d'ici la fin de l'année. Grâce à lui, ce sera plus simple de savoir ce que l'on achète vraiment. C'est l'un des fruits et légumes les plus consommés, et cela toute l'année. La tomate, mon petit monsieur, ne connaît plus de saison et c'est bien dommage. C'est une enquête stupéfiante que l'on vous propose maintenant sur l'envers du décor de la filière de la tomate produite en hiver. Des serres surchauffées, des produits importés, souvent d'Espagne. Alors savez-vous vraiment ce que vous achetez quand vous optez pour des tomates en janvier, en février ou au mois de mars? Laurent Rossmann a remonté la filière pour tout compte fait. C'est une enquête détonnante. Regardez. C'est probablement l'un des symboles les plus forts de cette aberration. Voici ce qu'on peut voir, la nuit, à côté de Rennes. 17 hectares de serres qui reproduisent la lumière du jour pour faire pousser des légumes. À l'intérieur, ces tomates cerises que le producteur qualifie sur son site internet de haute culture française. Selon lui, une référence incontournable, vendue à un prix exorbitant, plus de 20 € le kilo. Mais une culture tellement contre nature qu'elle en perturbe la vie du voisinage. Éric Le Brumont a dû apprendre à vivre avec ses halos orangés pendant l'hiver. Il est 5h30 du matin. Et depuis quelque temps, il a l'impression de dormir un peu moins bien. Je me réveille la nuit. Alors, est-ce que c'est à cause des serres? Je dirais non, je ne suis pas sûr. Par contre, pour se rendormir, quelquefois, ça peut poser des problèmes. Le petit trait de lumière qui passe à travers les volets. Il y a des désagréments lumineux et surtout des problèmes de bruit. Tant qu'Éric garde ses fenêtres fermées, tout va bien.
Mais quand il les ouvre, c'est une symphonie. Les oiseaux chantent à partir de minuit, à partir du moment où les cerfs s'éclairent, jusqu'à 8 h le matin et après, parce que c'est la journée. Donc voilà, ils chantent toute la nuit. Pour mieux s'en rendre compte, Eric nous emmène à l'extérieur, sur ce petit chemin qui longe l'exploitation. Comme en plein jour. On est vraiment en plein jour ici. C'est encore la nuit, mais les oiseaux sont complètement désorientés par cette lumière. Sur ces images satellites que nous a transmis un chercheur spécialiste de la pollution lumineuse, on peut voir en haut à gauche que l'intensité lumineuse des cerfs est beaucoup plus importante que celle mesurée au centre-ville de Rennes, à la même heure. Pour Eric, la nature semble déréglée. On est en train de tout perturber. On parle de réchauffement climatique, on parle de pas jeter des touillettes, et puis à côté, on nous fait consommer des mètres cubes de gaz pour manger des tomates en hiver. Donc, est-ce qu'on a besoin d'éclairer la campagne pour manger des tomates? Voilà. Avec Eric, on peut d'ailleurs tous se poser la question, n'est-il pas temps d'arrêter de manger des tomates en hiver? On oublie souvent que la tomate est un légume de l'été, qui doit normalement pousser au soleil de juin à septembre. En manger en plein hiver, c'est comme si on exigeait d'avoir constamment sur nos étals des pêches ou des cerises. Mais aller contre la nature, ça a des conséquences. Ces tomates que nous consommons l'hiver sont produites au prix d'un bilan carbone désastreux pour la planète. Tout ça pour une qualité médiocre. 3 Français sur 4 estiment aujourd'hui que la tomate a perdu son goût. D'abord un constat, nous sommes devenus accros à ce légume. Sur le marché des Halles de Rennes, chaque matin, c'est la course pour Christophe Mauger. Attends, tu vas trop vite, pause. Ce primeur, installé ici depuis 6 ans, doit réorganiser son étal avant l'arrivée de ses clients. Et alors que nous sommes en février, l'un des produits stars de son stand, c'est la tomate. Oui, vas-y. T'as marqué ce qu'il fallait remonter? Il y en a pour tous les goûts, alors que ces tomates sont plus chères l'hiver. Des tomates rondes d'Espagne, à 3,90 € le kilo. Des tomates allongées françaises, à 7,90 €. Et même les tomates cerises cultivées sous les serres éclairées de Bretagne, à 24,90 € le kilo. Il ne faut pas se passer de tomates, je crois, en plein hiver, je crois pas. Si on disait aux gens, si on disait aux clients, il n'y a plus de tomates du tout. Et en effet, tout au long de la matinée, les ventes vont s'enchaîner. Et je vais reprendre des petites tomates, vous m'en mettez 4, c'est bon, 4, 5. Je vais les manger en salade pour mes petites filles, puis les autres, c'est pour présenter un plat. Des torinos là-haut. Non. 3. J'ai acheté un petit morceau d'agneau. On pourra faire avec. En moyenne, les Français consomment 14 kilos de tomates par personne et par an. Mais c'est certain que c'est pas tout à fait l'époque seulement. C'est tellement bon qu'on ne peut pas résister. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, les clients de Christophe ne savent pas ce qui se cache derrière ces tomates d'hiver. Alors nous avons remonté la filière. De décembre à avril, 23% des tomates que nous consommons viennent d'Espagne. Au sud, dans la région d'Almeria. Les Espagnols l'appellent la mer de plastique. Et pour cause. Des serres sous bâche à perte de vue. Ici, c'est la pleine saison pour les concombres, les poivrons, les courgettes et les tomates, produits de manière intensive. À tel point qu'on se targue d'offrir aux agriculteurs une mer de rentabilité avec ce légume, comme on le voit sur ce panneau. Derrière ces bâches, des milliers de petits producteurs, comme David Fernandez. Salut les gars. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Alors ce mardi? Ouais, ça va. Combien vous pensez pouvoir récolter là?
Ah, une vingtaine de palettes. Ah oui? Si on récolte 20 palettes, c'est bon alors? David cultive 25 000 plants de tomates en agriculture conventionnelle, sous des serres qui ne sont pas chauffées. Nous sommes en février, il fait 20 degrés, la température idéale pour que le légume pousse bien. Comme d'habitude, hein, vous mettez le premier calibre à part, sauf celles qui sont abîmées ou déformées. Celles-là, tu les mets de côté pour les mettre à l'entrepôt. En hiver, David exporte plus de 50% de ses tomates, principalement en Allemagne et en France. Un marché qui l'oblige à rogner sur la qualité de sa production. D'abord parce qu'il doit ramasser certaines tomates avant qu'elles aient atteint leur maturité. Par exemple, ça c'est une couleur 9. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 9. Ça c'est plutôt une couleur 7. Et ça, une 5 ou une 6. Avec la chaleur, ces tomates, qui vont être conditionnées demain ou plus tard, vont continuer de mûrir. Donc cette couleur peut devenir celle-ci. Pour le marché français, cette couleur-là est parfaite. Il y a 12 ou 14 heures de transport. C'est assez rapide. Si on l'envoie en Allemagne, en Pologne, ça c'est une couleur plus appropriée. Ça dépend vraiment de la distance à parcourir. La tomate peut donc finir de mûrir en camion. Autre contrainte, David est obligé de cultiver une variété spéciale transport. Vous voyez ici, on fait des tomates assez dures pour le transport. Si elles sont bien conditionnées, quand elles arrivent à destination, elles sont très bien. Des tomates un peu plus dures et qui parfois n'ont pas fini de mûrir. Au niveau gustatif, c'est loin d'être idéal. Pourtant, ce n'est pas le plus embêtant. Une fois ramassées, les tomates de David sont acheminées ici, dans cette coopérative, située à 25 km de son exploitation. À l'intérieur, on récupère, on trie, on emballe et on expédie les tomates de 1500 agriculteurs de la région. Toute la journée, c'est un incessant balai de camions réfrigérés qui vont partir vers l'Europe du Nord, l'Allemagne ou la France. Conséquence, un bilan désastreux pour la planète. Acheter 1 kg de tomates espagnoles, c'est l'équivalent en consommation carbone de 3 km en voiture. Face à ce constat, on pourrait croire que la solution serait de privilégier la production locale. Pourtant, vous allez le voir, dans ce cas, c'est encore pire. Une tomate sur 5 que nous mangeons en hiver est produite en France. Alors nous avons sollicité les leaders du marché. Savéole, Prince de Bretagne, Solarène et Rougeline. Nous souhaitions simplement filmer dans une serre et on ne pensait pas que ça allait être si compliqué. Pour ce sujet, il n'y aura pas de prise de parole d'un producteur sur ce sujet tomate. Je me permettais de vous appeler pour vous dire qu'on ne participerait pas à ce tournage pour des raisons de timing et en fait de légitimité sur ce que vous voulez. Par téléphone ou par mail, nous n'avons essuyé que des refus. Le sujet est apparemment tabou. Au final, un seul producteur a accepté de nous ouvrir ses portes. Il n'est pas en Bretagne où pousse la majorité des tomates françaises, mais un peu plus proche du soleil, près d'Avignon. Ça, tu vas le livrer avant. Oui. Et après, tu as les 7 JMO dans le carton, dans les 7 palettes de carton de 10 kg. Et voilà, après, il faut préparer les tomates anciennes aussi. Donc, on commence par charger ça. Thierry Hubert est un indépendant. Ce jour-là, son exploitation tourne à un rythme soutenu. 7 tonnes de légumes doivent partir avant la fin de la journée. Donc, tu charges les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Charge tout. Tout doit disparaître. Nous sommes en février. Et pourtant, il propose déjà à ses clients de la grande distribution des tomates cœur de bœuf, des tomates grappes, les classiques, et aussi des variétés anciennes, comme la noire de Crimée et l'ananas. Alors comment est-ce possible? Aujourd'hui, Thierry cultive 5 hectares de tomates sous ses serres high-tech, faites de verre et d'acier. Comme plus de 80% des producteurs français, il les cultive en hors-sol. Ces tomates ne poussent pas dans la terre. On est dans un sac de laine de roche
qui sert uniquement de support racine. On y met un goûteur qui, justement, ça arrose. Donc là, on y apporte tous les nutriments. L'eau et tous les nutriments, de la potasse, de la magnésie, de la chaux, tout ce qu'une plante a besoin, quoi. Mais surtout, pour cultiver de la tomate toute l'année, Thierry chauffe ses serres de novembre à mars. Ici, on a tous les départs de chauffage de serre. Donc toutes les pompes alimentent chacune des serres. Ce jour-là, il fait 9 degrés à l'extérieur, mais 24 à l'intérieur. On a deux réseaux de chauffage. On a un réseau de chauffage dessous qui est dit chauffage HT, c'est-à-dire haute température, où on est capable de passer de l'eau à 70 degrés dedans. Puis on a des tuyaux entre les plantes qui est dit basse température, où on passe de l'eau à 40 degrés. C'est pour déshumidifier l'intérieur de la plante et activer un peu la maturation des fruits. Et là, c'est chaud? Oui, là c'est chaud. Oui. On tourne de l'eau à 38-40 degrés. Là. Pour chauffer cette eau, à l'arrière de l'exploitation, c'est une véritable usine à gaz. Ce puissant moteur est alimenté au gaz de ville. C'est bien que ça s'arrête. Thierry a déboursé près de 6 millions d'euros pour ses serres high-tech. Impossible de rentabiliser cet investissement s'il ne vend pas des tomates quasiment toute l'année. Et malgré les conséquences écologiques, il assume entièrement. Chauffer, c'est ce qui permet d'arriver précoce, de vendre des tomates avec des prix intéressants, et non pas au mois de juillet ou août quand ça vaut plus rien. Donc oui, si demain on ne chauffe plus, je pense que des structures comme nous, on ne peut plus faire de tomates. On le voit, pour répondre aux exigences des consommateurs qui veulent manger de la tomate toute l'année, sa culture s'est industrialisée et intensifiée. Acheter 1 kg de tomates produites en France en hiver équivaut à rouler 12 km en voiture. C'est 4 fois plus que pour la tomate espagnole. Mais lorsqu'on mange une tomate qui vient de loin, qui est chauffée et même parfois éclairée pour pousser, peut-on y retrouver les mêmes qualités qu'une tomate de saison? En juillet dernier, l'Institut technique de recherche de la filière fruits et légumes a publié une étude sur la qualité nutritionnelle de la tomate, en fonction notamment des saisons. Les résultats sont sans appel. Une tomate d'avril, qui pousse en hiver, contient 2 fois moins de vitamine C qu'une tomate récoltée en septembre. Elle contient aussi moins de sucre et moins de polyphénol, des antioxydants qui luttent contre le vieillissement. La principale raison, c'est le manque de soleil. Mais est-ce que le goût est pour autant altéré? Pour le savoir, nous sommes allés à côté de Poitiers, chez un militant de la tomate de saison. Voilà, on va laisser là. À cette époque de l'année, Jackie Mercier prépare tout juste ses plants de tomates avec son apprenti. Alors là, tu vas couvrir légèrement, comme je t'ai appris tout à l'heure. Moi, je travaille à l'échelle artisanale. Une production artisanale qui représente quand même des milliers de tomates qu'il livrera cet été à de grands chefs étoilés. Presque parfait. C'est l'un des seuls maraîchers à ne pas cultiver sous serre. Pas trop. Sur un pied, moins vous avez de tomates, et plus elles fatiguent dans les champs, moins les arroser, plus vous concentrez le goût. Il peut donc parfois être un peu tatillon avec ses précieux plants. Attention, doucement avec l'arrosage. Hein. Si tu hésites, c'est les grosses gouttes qui tombent. Okay. Voilà. Pour voir les tomates anciennes de Jackie, il faudra attendre le mois de juillet. On va préparer ça pour le livrer au clos. Pour l'instant, les légumes qu'il fait pousser sont de saison. Et il les livre chaque semaine à un chef de la région. Bonjour chef, ça va? Salut Jackie. Tiens. Cédric Raveau confectionne sa carte en fonction des produits que Jackie lui apporte. Pour nous, ils se sont prêtés au jeu de la dégustation de tomates d'hiver. Des tomates. Très bien. Qu'on trouve en ce moment. La première, c'est une tomate marocaine à 2,99 € le kilo, la plus vendue en France en hiver. On va recommencer à l'intérieur. Ouais. Voilà, il n'y a pas du tout de couleur. Voilà, ça sent le vert. Aucun arôme. On goûte ensemble?
Elle a certainement été ramassée avant d'être mûre. On pourrait presque croquer dans une pomme, ça ferait une pomme Granny Smith, on aurait autant d'acidité, autant de... Non, c'est autant plat, d'acidité. c'est plat, c'est plat. Deuxième test à l'aveugle, avec une tomate grappe espagnole qui vient de la mer de Plastique, vendue 3,10 € le kilo. Ce qui est surprenant, c'est que c'est ferme à l'extérieur. On dirait une coque. Ouais. Au goût, c'est presque un supplice pour Jackie. Tu me donnerais un verre d'eau, ça aurait le même goût. Ah ouais, à ce moment-là? À toi l'honneur. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Et on ose vendre ça. Bah, oser vendre, c'est une chose, oser acheter, c'est encore une autre. On va passer sur une tomate qui, visuellement, est un peu plus attractive, plus rouge. Cette dernière tomate, c'est une tomate française à 5,99 € le kilo, la plus chère. Elle est cultivée hors sol et sous serre chauffée. C'est supérieur à ça. Bah déjà, la maturité est plus poussée, le fil de la couleur. C'est pas la même variété non plus. Visiblement, c'est un peu mieux. On se rapproche d'une tomate qu'on peut appeler tomate. Mais ce n'est pas encore le goût de la pleine saison. Là, on mange une tomate. Il n'y a pas une identité, une saveur qui exhauste plus qu'une autre. Je vois pas l'intérêt d'aller dépenser 6 € dans de la tomate alors qu'on est hors saison et qu'en pleine saison, on va payer ça moins de 3 € le kilo, quoi. Il serait donc peut-être temps d'arrêter de consommer des tomates en hiver. Mais comment réapprendre à manger de saison? En Bretagne, pour Mélanie, 31 ans, c'est promis, c'est la dernière fois. Ce seront les dernières tomates que je vais mettre dans mon étal de la maison. C'est un peu comme une autre aventure, en fait. Voilà, de changer ses habitudes. La jeune femme attend son premier enfant. Elle s'est fixée pour objectif de manger mieux. Enfin, je suis enceinte depuis 3 mois et j'ai ce besoin-là de transmettre quelque chose de sain déjà dans mon corps. Donc autant passer par quelque chose de cohérent, quoi. Pour être cohérente, Mélanie s'est inscrite à un défi organisé par sa commune. Le principe est simple. Petit à petit, elle s'engage à bannir les fruits et légumes cultivés artificiellement et à ne cuisiner que ceux de saison. Même si ça ne va pas forcément de soi. Pour l'instant, on a eu un premier outil où c'est du coup les fruits et légumes de saison. Mais là, par exemple, on est au mois de février et les topinambours, quand je vois ce mot-là, je me dis, ben, comment on cuisine ça, quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour réussir son défi, Mélanie est accompagnée et coachée plusieurs fois par an. Tac, 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 bonjour. Ce jour-là, elle a rendez-vous dans cette petite cabane. À l'intérieur, elle rejoint Françoise, André, Fabien et ses 2 filles, d'autres participants qui cherchent à manger mieux. L'été, vous avez envie de quoi? De fraîcheur. C'est les légumes, feuilles et fruits, juteux. L'hiver, il fait froid, on a envie de chaleur. Donc notre corps, il a envie d'orloter un peu au chaud. Vous allez être sur les soupes, les pot-au-feu, et vous allez avoir les légumes qui sont liés à cette saison-là. Ils sont là pour prendre un cours de cuisine avec Marco Félez. Aujourd'hui, on va faire la salade sarrasine. On va réapprendre ce que c'est de cuire des légumes à l'étouffer. On va faire une tarte aux courges fromage et on va faire un flan jus de pomme. Ce chef maraîcher, qui les accueille sur sa ferme, leur propose de confectionner une salade, uniquement avec des légumes d'hiver. Chou-fleur, chou chinois ou carottes. Autant de produits que Mélanie et les autres vont apprendre à redécouvrir. Alors la carotte, jamais en rondelles. Ah bon? Ouais. Parce que... Parce que si vous voulez bénéficier de toute la saveur de la carotte, il vaut mieux les couper comme ça en tronçons, là. Donc le poireau, pour le laver, vous l'ouvrez ici comme ça. Donc du coup, vous allez pouvoir bien nettoyer l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, encore un truc nouveau. C'est le convoi des carottes. Autre astuce, découper finement le chou-fleur pour le manger cru. Ou utiliser les graines de courge. Et ensuite, ça, on va l'intégrer dans la salade. Oh là, c'est génial. Je vais en mettre un petit peu. Je vais en faire plein.
Avec ces quelques conseils, Mélanie a vite oublié ses tomates d'hiver. Toutes les saveurs qui... Un feu d'artifice. Avec les légumes de saison, il est donc possible de se faire plaisir, tout en faisant des économies. Super bon. Car l'autre avantage, c'est qu'ils seront toujours moins chers qu'une tomate importée ou qui a poussé sous serre chauffée. Quand on parle d'alimentation, le bon goût, il n'y a que ça de vrai. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite sur France 2 et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre et d'ici là, comme à chaque fois, restez curieux. Ciao.